avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est en direct avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité, ce sont les grèves. La France est-elle bloquée? Le Premier ministre affirme que non. Est-ce la revanche des syndicats? Jean-Paul Delevoye a-t-il encore sa place au sein du gouvernement? Et Jean-Luc Mélenchon, ce dérapage antisémite, dites-nous ce que vous en avez pensé. 0826 300 300. Pour en parler, Nathalie Cohen, bonjour. Vous êtes responsable grand compte sur le marché des capitaux. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, bonjour. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et nous attendons François Coq qui est coincé dans les embouteillages. Enseignant, essayiste, il a publié L'impératif démocratique et il ne devrait pas tarder à arriver. Tiens, je vais commencer moi les coups de cœur, les coups de gueule. J'en ai plusieurs. Le premier, alors écoutez, vous avez sûrement entendu cette pub ou vu cette pub à la télé. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est une pub. Alors c'est une pub pour Direct Énergie où il y a un père qui engueule son fils en disant c'est pas Versailles ici. Le maire de Versailles a protesté. Oh. et je trouve ça, mais n'importe quoi. Une utilisation répétée du nom de la cité royale n'a été que donc très peu goûtée par le maire François de Mazières qui estime que on fait voter subrepticement un amendement contre l'environnement. On l'est encore moins quand on utilise le nom Versailles dans des publicités sans en demander l'autorisation. C'est une expression, c'est pas Versailles ici. Alors spontanément, j'ai un peu comme vous, en me levant les bras au ciel. Et d'un autre côté, je le comprends aussi, parce que cette espèce de manie en France de détester tout ce qui peut faire riche, noble, c'est une expression, c'est pas Versailles. Oui. Mais c'est aussi un symbole national, etc. Là, on a aussi un mec qui a été vu en train de manger du caviar. Il est pratiquement guillotiné. Je veux dire que il faut. Non, mais c'est pas le même. C'est pas sur le même plan. Là, c'est le second degré qui n'existe plus. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, mais je me dis un petit bémol. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une expression de la vie courante. Vous l'avez dit chez vous. Jamais. Je dis, c'est éteint la lumière, c'est pas Versailles. On n'est pas au château de Versailles. D'ailleurs, la lumière est éteinte. On devrait même dire que c'est pas Vaux-le-Vicomte, parce que je crois que c'est à Vaux-le-Vicomte où il y a beaucoup plus de lumière qu'à Versailles. Donc, voilà. Le second degré, il faut y revenir un petit peu. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est bon, pas. C'est anecdotique, mais ça m'a fait sourire. Deuxième chose, là, c'est plus une alerte. Les dons du sang ont baissé énormément. 5000 dons de sang en moins la semaine dernière à cause des grèves, des entreprises où il y a moins de salariés parce qu'ils peuvent pas aller travailler. Donc, je vous le dis, si vous pouvez donner votre sang, allez-y. Et puis un petit coup de griffe à Greta, notre amie Greta Thunberg, qui a posté, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, une photo d'elle assise dans le train par terre en disant les trains sont bondés, mais c'est bon de rentrer chez soi. Et la société de transport allemande a dit oui, mais on lui a offert une place en première, donc on ne comprend pas pourquoi elle est assise par terre. Il a fallu lui offrir une place handicapée. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mieux, c'est de la com. Tout ça, c'est de la com, non? Bien sûr que Greta, c'est de la com. Non, mais on sait très bien que c'est une histoire gigantesque affaire de com. Moi, je veux bien. Elle a peut-être laissé son siège à Oui, elle a peut-être laissé son siège à quelqu'un. Mais sur Greta, la com et l'enfumage, moi c'était mon coup de gueule de ce matin, c'était sur la COP25. Oui, parce que voilà, en sommet international inutile, on a rarement fait aussi bien de l'avis de tout le monde, les journalistes qui étaient présents, les responsables de la société civile, même Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a dit que c'était vraiment un sommet calamiteux, puisque les gouvernements, les différents États n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour se mettre d'accord qu'ils étaient d'accord il y a 4 ans pour faire un peu avancer la cause sur le climat. Donc en fait, on fait du surplace, on recule. Il y a un désengagement sinistre de la part de dirigeants mondiaux sur le thème climatique, parce que au-delà des prises de selfies avec Greta Thunberg, avec Schwarzenegger, avec les sommets de la Terre, les trucs comme ça, il y a rien qui est fait dans les actes. Il y a rien de concret. Et pourtant, les nouvelles sont là. En Allemagne, maintenant les sources d'énergie renouvelable produisent plus d'électricité que les sources fossiles, puisqu'ils commencent à fermer leurs centrales à charbon, etc. Donc la transition est possible. On peut commencer à envisager
un autre monde, au-delà du carbone, mais personne ne veut le faire, ou alors on y va très lentement parce que c'est compliqué d'aller vite. D'ailleurs, Brune Poirson disait, vous savez, les transitions, si on va trop vite, ça va rater. Hein. Donc autant aller très lentement. De ce point de vue-là, on a capable. Là, on a vraiment du temps. Hein, c'est vrai que la COP25, donc il y a eu les grèves, donc on en a très peu parlé, mais c'est vrai que concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. On n'en a pas parlé, c'est-à-dire qu'au niveau français, tout le monde est passé en coup de vent ou n'y est pas allé carrément. Même Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal, elle a d'autres préoccupations, hein, vous savez, les pôles, hein, c'est sa vie. Et là, c'était vraiment le côté, mais d'élitement à la fois de ces instances internationales comme l'ONU, une COP comme ça, mais ça sert à rien d'en refaire une autre. Quoi. Non, mais franchement, de toute façon, qui croit encore à ce genre de manifestation l'accord de Paris, on était fiers. Hein, Fabius était content avec son manteau. Je crois qu'on en fait beaucoup trop et que trop d'infos, trop de tout, la culpabilisation permanente, partout, et finalement, c'est contre-productif. Nathalie, moi, c'est un coup de gueule contre le chauffeur de bus. Qui s'est fait insulter. C'est pas contre lui, c'est contre ceux qui l'ont insulté. Oui. Contre les gens qui ont insulté le chauffeur de bus non gréviste, insulte homophobe. Que je répéterai pas, même si voilà. On l'a passé ici, on avait passé l'extrait vendredi. Je trouve ça surréaliste que des gens qui aujourd'hui estiment avoir le droit de faire grève empêchent des gens qui, eux, veulent travailler en réalité. Les appels des jaunes, on a l'impression d'être revenu au temps de Jimmy Hoffa et des syndicats aux États-Unis où on castagnait les gens qui voulaient travailler. Enfin, c'est incroyable mais vrai. Et il y a eu assez peu de réactions. Oui, et le communiqué de la CGT laconique était vraiment... Enfin, c'était surréaliste. Je trouve ça lamentable. Et ça, franchement, j'arrive pas à concevoir qu'on laisse passer ce genre de choses. Oui. Car François Coq nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, moi j'avais un petit coup de cœur pour une tribune qui a été publiée hier dans le journal du dimanche de 660 hospitaliers. Là, on parle de chefs de service, de responsables d'unités de soins, de médecins qui se battent pour nos vies finalement, pour la défense de notre santé, qui n'arrêtent pas de tirer le signal d'alarme. Et ils continuent à ne pas être entendus par la ministre. Ce sont des soins palliatifs pour l'hôpital qui ont été proposés. C'est juste un rattrapage de ce qui avait déjà été voté, qui a été annoncé il y a quelques semaines. Et donc là, ils sont 660 responsables hospitaliers à dire que lorsqu'ils seront 1000, ils démissionneront de leur fonction si la ministre ne prend pas enfin la mesure du problème. Et ils l'invitent à faire de même si elle n'a pas été capable d'ouvrir de vraies négociations d'ici là. Eh bien moi, c'est à la fois un soutien à ce mouvement des hospitaliers qui se battent pour nous. Et puis c'est aussi un salut sur la manière et la responsabilité qu'ils expriment dans la manière de porter ce combat. Ouais. À signaler que Agnès Buzyn, je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu dans le journal du dimanche, a communiqué, ils ont un groupe WhatsApp pour le gouvernement. Ça fait longtemps, non? Mais il l'a redit. Et donc, elle a cru répondre à quelqu'un et elle l'a envoyé sur le site WhatsApp du gouvernemental où elle a dit si vous êtes gentil, si vous êtes le canard, je fais tout mal, l'hôpital, les retraites, la protection, l'enfance, la pauvreté. Bref, je me demande pourquoi je reste. Puis après, nous aussi, on se demande pourquoi elle reste. Mais vous savez que l'hôpital public, ça représente. Vous savez que l'hôpital public, les dépenses pour l'hôpital public dans notre pays, elles représentent 3,6% du PIB quand la moyenne européenne, que vous aimez tous tant citer, vous autres les libéraux, est à 4,3% du PIB. Et ce qui est supérieur en France à la moyenne de l'Union européenne, pour le coup, c'est les dépenses pour les ventes de médicaments, par exemple, ou pour les cliniques privées. Moi, je suis un fervent partisan de l'hôpital public. D'accord, alors je vais simplement dire que je suis une fervente partisane de l'hôpital, que nous sommes le pays où tout le monde est soigné gratuitement sans aucun problème, qu'il faudrait absolument, quand on sort de l'hôpital, qu'on nous donne une note en disant « Voilà ce que vous avez coûté ». On serait stupéfait. Pour nous, c'est gratuit, ce qui est invraisemblable. Quand j'ai une amie qui était aux États-Unis, qui est arrivée, qui a appelé un médecin, on lui a filé une ordonnance, elle en a eu pour $3 200. Donc je veux dire, regardons un peu ce qui va bien. Je comprends la pénurie qui règne à l'hôpital et c'est navrant. Maintenant, le pays entier veut tout de suite avec du pognon, il n'y en a pas. Et réjouissons-nous d'avoir une médecine de qualité, gratuite, tout le monde est soigné tout le temps. Les médicaments, on est des consommateurs, on exige des médicaments toute la journée. On pourrait commencer un tout petit peu à limiter
arrêté les médicaments. Il y a une pénurie à l'hôpital public, madame. Cette pénurie est organisée par les pouvoirs publics depuis des années. La théorie du complot, voilà. Oui, du complot. Allez, je peux faire mon coup de cœur. C'est pas des complots, c'est des choix budgétaires. Faut arrêter. C'est des choix budgétaires. Il n'y a pas de complot. Et la réponse de la ministre, elle est formidable. C'est Agnès Buzyn qui dit je veux réenchanter l'hôpital. Mais on ne demande pas de réenchanter l'hôpital, on demande des moyens. Nathalie, c'est exactement ce que j'allais dire. J'avais trouvé cette réponse assez incroyable. Non, mais le choix lexical après, démontre quand même. Voilà, on est d'accord. Après, bon, c'est maladroit certes, mais en attendant, je soutiens moi l'hôpital public également. Je suis d'accord avec Sophie puisque c'est vrai qu'on est soigné en France gratuitement. Seul pays au monde. On est le seul pays effectivement au monde extraordinaire. Où c'est ainsi. Donc après, au-delà de ça, bien sûr que oui. Oui, on est d'accord, on préfère des choix budgétaires pour l'hôpital. Je suis solidaire et je préfère effectivement que les choix. Je suis pas sûre que Buzyn ait beaucoup de marge de manœuvre pour demander du fric. Je vous signale qu'elle se bat depuis le premier jour pour demander du fric toute la journée. Ouais. Elle a failli être virée, elle demandait de l'argent et on lui avait dit non. Elle a fini par obtenir un peu. Alexandre, dites donc à Madame de Menton qu'on paye des mutuelles très chères pour être soignée et on n'est pas soigné gratuitement. Les mutuelles, c'est en plus. Hein. C'est en plus. C'est ce qui fait le complément de la Sécu. C'est ce qui fait le complément de la Sécu. Donc vous n'êtes pas. Enfin, il y a parfois ceux qui n'ont pas une prise en charge. Vous avez raison, vous avez un reste à charge. Mais le résultat. Mais ce que je vais dire à notre ami sur Facebook, quelqu'un m'a raconté l'histoire de sa belle-sœur qui est partie à New York, qui a eu un besoin d'un médecin et pour juste une consultation, c'était 3 000 €. Voilà, donc c'est voilà, il y a aussi une proportion qui est pas la même quand on est soigné en France sur le reste à charge que ce qui peut se passer à l'étranger. Pierre me fait remarquer, Pierre Brun, qui est fidèle sur Facebook, que je ne dis pas l'information jusqu'au bout sur Greta Thunberg. Effectivement, elle a loupé son train. C'est pour ça qu'elle était assise par terre. Elle a eu la place gratuite à partir de Göttingen. Donc voilà. Mais tout de même, le fait de tweeter qu'elle est assise par terre, pardon Pierre, ça reste quand même de la com. Moi, je tweete pas quand je suis assise par terre dans le train. Voilà. Oui, je devrais. Dépend, Vous n'êtes pas Greta Thunberg. Je ne suis pas Greta Thunberg. Merci de me le rappeler. Sophie, c'était un coup de cœur. Ah oui, un coup de cœur, mais ça fait tellement du bien. Il y a une étudiante charmante, 19 ans, qui est secouriste, bénévole à la Croix-Rouge, et elle a téléchargé une appli qui s'appelle Sauve Life. Il faut que nos auditeurs marquent bien. SAUV, plus loin Life, LIFE. Elle a téléchargé, et quand on est un peu formé, vous recevez en même temps que le SAMU l'accident qui a pu arriver en proximité. Et là, elle voit son appli qui vibre, elle fonce guidée par un GPS, elle arrive à 4 minutes de chez elle, elle monte en courant l'escalier, elle trouve une porte ouverte avec une petite fille complètement inanimée qui ne respirait plus, avec sa maman japonaise pétrifiée à côté. Massage cardiaque, les pompiers arrivent 10 minutes après, parce que 10 minutes, malheureusement, c'est un peu le temps qu'il faut. Et il y a une autre petite qui avait cette appli qui est arrivée. Elles ont fait un massage cardiaque 10 minutes. L'enfant est sauvé et va bien. Et je trouve que la démarche de mettre ça sur son ordi, de faire ça, il y a quelque chose d'absolument formidable. Et il faudrait retenir en ce moment ce que les citoyens peuvent faire de formidable. Allez, on va marquer une pause et on va parler de Jean-Paul Delevoye. Peut-il rester au gouvernement ? Compliqué, hein, compliqué. Il est peut-être de bonne foi, mais enfin, il y a un moment, la bonne foi, c'est compliqué. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Jean-Paul Delevoye a-t-il encore sa place au sein du gouvernement ? On sent que les éléments de langage sont de sortie. On a la confiance qui lui a été renouvelée par le Premier ministre. Mais bref, depuis vendredi, on a appris qu'il avait 13 mandats, dont 11 bénévoles, soit 10 de plus que dans la version de sa déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Paul Delevoye, donc devenu évidemment la cible des attaques répétées de l'opposition. Il y avait un tweet de Didier Maistre, notre cher et bien-aimé président, avec lequel je suis assez d'accord, où il dit « Moi, je ne crois plus à Petit, parce que quand je vois aujourd'hui ceux qu'ils défendent et qui, s'ils avaient été dans l'opposition, dans la même situation, auraient demandé la démission de Delevoye, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, comment on peut maintenir cette confiance à Jean-Paul Delevoye ? Il a quand même perçu plus de 140 000 €, je crois que c'est le chiffre, 147 000 € à l'insu de son ménager. Alors, qu'il va quand même rembourser. Qu'il va rembourser. Non, mais alors, moi, j'ai juste une question. Je ne comprends pas pourquoi il a mis autant de zèle pour faire un audit sur ses comptes financiers et il n'a pas mis autant de zèle pour ses mandats, qu'ils soient sans rémunération ou rémunérés.
Ça, j'ai pas bien compris pourquoi ce distinguo qu'il a fait à l'époque de la transparence sur la vie publique. Je comprends pas très bien pourquoi il a fait ça. Pourquoi Alors, il y a une d'abord, partie qui est remboursée et pas l'autre? Oui, une alors- partie qui est payante et pas... Alors, d'abord, on a le droit d'avoir des engagements et de faire partie des présidents d'associations. Il y en a 13, je crois. Le problème dans ces associations-là, c'est pas l'argent, il n'en a pas touché. C'est le conflit d'intérêts. Parce qu'effectivement, vous êtes président d'une association qui, par ailleurs, finance le comité d'entreprise de je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours des risques. Deuxièmement, il avait touché de l'argent pour 2 mandats. Et au départ, n'oubliez pas qu'il n'était pas ministre, il était juste chargé de s'occuper des retraites. Donc peut-être qu'il n'y avait Commissaire, pas... pas juste chargé. Au commissaire. Pas tout de suite, si. Si, ça fait 2 ans. ça fait 2 ans. Il était au commissaire. Bon. c'est Ensuite surtout de à partir du ça, moment où il est devenu ministre qu'il aurait dû c'est là, renoncer. c'est surtout là. Et c'était en Et septembre. alors donc, maintenant que le gouvernement, je veux dire, franchement, ils sont en train de nous faire une deuxième affaire Benalla. Moi, j'aurais qui démissionne tout de suite, point final. Je veux dire, on va le garder combien de temps? Et non mais c'est vrai, les gens s'y excitent complètement. Cet argent sont des sommes importantes alors que ça correspond. Il a toute une vie derrière lui. Bon, très bien. Je sais, moi le personnellement. think tank à 5 300 € par mois. Tous nos camarades qui ont des il think a tanks gagné qui de viennent là. l'argent. C'est vrai, ils il a comprennent gagné pas de très l'argent. bien pourquoi. Cela dit, je sais et je le maintiens parce que j'ai été au CESE 5 ans. Il a été président du CESE. Je Comme sais Conseil et je l'ai économique, validé que social et ce mec est environnemental. honnête. Mais Alors Sophie, maintenant- vous pouvez. Mais Sophie, mais Ah, vous pouvez. là, je voudrais Mais vous n'en finir. savez rien. C'est comme j'ai un ami arabe ou j'ai un ami juif ou j'ai un ami noir. Bon, alors, d'accord, vous mais pouvez j'aurais pas pu le dire. Vous savez constater rien. que Vous je- pouvez je pas sais affirmer rien. ça. Je ne Non. sais rien, mais il était particulièrement. Il était Mais on considéré- n'en sait rien, c'est comme les mecs qui sont accusés de viol, ah bah je comprends pas, Ouais. c'était Bon, un alors, bon voisin, vous savez, il on était dit sympa. souvent- on dit J'oublie souvent- cet argument, Non. mais si j'avais remarqué Non, qu'il mais était vous avez malhonnête, l'argument, ça- c'est Non, mais honnête il comme est un sympa. arracheur dedans, quoi. Il y a ce côté Non, mais- vendeur. Non mais il a Non, mais la- alors, d'abord, je suis pas sûre que toucher de l'argent soit de la malhonnêteté entre guillemets, qu'il ne Mais l'ait pas déclaré, c'est une c'est chose. contre il y a une constitution qui lui Voilà, interdit de l'article toucher. cinq. Ça, Donc de ce voilà, point de vue-là, donc oui. c'est- Mais alors pourquoi c'est ça. est-ce qu'ils l'ont donné là? Il y a d'abord, elle aurait dû vérifier Mais avant que cette fait la haute institution. autorité Que fait-elle pour la transparence de Je la suis vie d'accord, publique? elle aurait dû immédiatement, parce que maintenant ils le savent quand même, ils ne sont pas des derniers nés. Quand on prend quelqu'un, on épluche tout. Ils sont suffisamment nombreux pour Voilà, emmerder le malheureux Pékin qui n'a pas déclaré 100 balles. Je veux dire qu'ils pourraient faire un effort pour leur ministre et leur... François. Bon. Mais il faut qu'ils démissionnent à la seconde, sinon François Coq. c'est terrible. Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame de Menton. La question de Delevoye, la démission de Delevoye, nous n'en sommes déjà plus là. La démission de son mandat et de ses mandats d'administrateur, c'est une chose. Mais ce n'est même plus aujourd'hui à lui de démissionner de son poste de haut-commissaire et donc du gouvernement. C'est au gouvernement lui-même et au chef de l'État de vrai. prendre leurs responsabilités quand nous sommes face à un conflit d'intérêts patent, que ce soit dans l'assurantiel ou dans les autres mandats qui ont été évoqués. Nous sommes dans une situation qui n'est pas simplement moralement répréhensible, mais qui est juridiquement c'est pas illégale faux, c'est et pas qui faux. est anticonstitutionnelle. Et nous avons appris ce week-end que le secrétariat général du gouvernement est au courant depuis plusieurs semaines puisqu'il a eu le double de la transmission de la déclaration d'intérêt de M. Delevoye, que la haute autorité pour la transparence de la vie publique a reçu la déclaration de M. Delevoye le 15 novembre mais qu'elle ne l'a rendue publique que le 7 décembre. Ce qui veut dire que depuis des semaines, Édouard Philippe savait. Emmanuel Macron savait, ceux-là savaient et n'ont rien fait. Ils auraient dû prendre les mesures appropriées, ils continuent à ne pas les prendre aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle affaire Benalla qui dégénère sur le pouvoir. Nous avons affaire là à des trafiquants démocratiques qui agissent en bande organisée. Bon, alors c'est peut-être un petit peu... Ça manque un peu de nuance quand même. Non, mais Ça manque un tout petit peu de nuance. Mais non, mais quelque il y a part- mais Est-ce c'est factuel, excusez-moi. que Alexis peut parler? Il n'y en a pas de nuance dans ce qu'ils font. Il y a un entre-soi qui est insupportable. Vous avez les citoyens lambda qui, eux, eh bien, ont beaucoup de devoirs et quelques droits et qui sont censés obéir à la loi, et on le rappelle assez souvent. Et puis, vous avez des gens qui font la loi et qui s'en affranchissent systématiquement, et un peu trop souvent. Et puis après, on dit, attention, il y a le populisme qui monte, c'est un danger pour la démocratie. Mais qui sont les fourvoyeurs de la République et de la démocratie? Mais ces gens-là, justement, qui pensent que la loi ne s'applique pas à eux. On se rappelle Cahuzac, il n'y a pas de couleur politique. C'est juste un entre-soi oligarchique, on peut utiliser le mot, c'est-à-dire c'est des petits arrangements entre amis, entre des lobbies d'argent, avec cette facilité. Vous savez, il y a cette phrase
que je cite souvent, mais qui est vrai. Quand un milliardaire... C'est vrai quand même, on dit. Non, mais quand un milliardaire fait la leçon à un chômeur, hein, c'est de la pédagogie. Quand le chômeur dit au milliardaire, tu fais n'importe quoi, c'est de la démagogie. C'est systématiquement la même chose. Ah ouais, mais c'est beau, mais c'est vrai. Et ça, c'est insupportable. Et le climat actuel, faudrait un peu qu'ils ouvrent les oreilles et les yeux. Ils ont remarqué que ça fait un an que la France est en burn-out, qu'il y a des gilets jaunes tous les samedis, que les gens en ont marre de se faire tondre par les impôts, qu'il n'y a pas de justice et qu'ils demandent plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Ils ont remarqué le climat juste dans lequel on est. Non, ils font comme si tout allait bien, comme si de rien n'était. On va marquer une pause, on continue, on aura Frédéric, 0826 300 300. On vous attend, Jean-Paul Delevoye peut-il rester en place? À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Jean-Paul Delevoye a-t-il encore sa place au gouvernement? On en parle avec Nathalie Cohen, Alexis Poulain, François Coq et Sophie de Menton. Et on a Frédéric en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe, bonjour aux auditeurs. Oui, on vous écoute. Donc, honnêtement, vous savez, je vais faciliter mon parcours 20 ans d'armée. Maintenant, je suis pompier volontaire. Alors, on m'a toujours demandé d'être carré, vous savez, d'être droit en fait dans mes votes pour le respect en fait de notre hiérarchie, de l'armée, de tout ça quoi. Mais aujourd'hui, avec cette histoire, comme a dit votre collègue, il y a eu l'affaire Benalla, mais avant on a eu Thévenot, on a eu Cahuzac, on a eu tous ces gens qui mentent et qui, bon, ces gens-là ont pu démissionner. Mais ce mec-là, il est en place pour la réforme des retraites. Il nous ment, il est en conflit terré, il a violé la Constitution, il doit être viré par le gouvernement, comme votre collègue l'a dit. Il doit être viré, il le savait. Oui. Et aujourd'hui, vous savez, là je parle avec la colère, honnêtement, parce que je pense qu'on est des millions à avoir cette colère. Aujourd'hui, on la contient, mais il ne faudrait pas qu'il nous pousse en fait à ce qu'elle explose cette colère. Parce que je vous assure que le climat social aujourd'hui, c'est ça, c'est la colère face à tout ça, parce qu'on nous demande d'avoir des casiers judiciaires vierges pour entrer dans les pompiers, chez les infirmières, dans tout plein de domaines, mais eux, ils peuvent députer, ils peuvent être ministre et nous mentir. Et on a Édouard Philippe qui dit je crois en sa bonne foi, mais vous nous prenez pour qui, honnêtement, vous nous prenez pour qui? Oui, la bonne foi, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Alors, il l'a dit, je crois que c'était avant qu'on découvre les 13 autres mandats. Et ce que précisait le Parisien, je crois que c'est le média qui a révélé cette information, il a fait partie du conseil d'administration de la Fondation du Crédit Agricole du Nord. Et cette fondation a financé l'Association des orchestres nationaux de France et la Chartreuse de Neuville, dont Jean-Paul Delevoye est le président, pour un montant d'environ 150 000 €. Donc peut-être qu'il n'a pas touché d'argent directement, mais il y a quand même au minimum un conflit d'intérêts. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert la haute autorité pour la transparence de la vie politique, de la vie publique? Comme toutes les usines à gaz, on fait des hautes des commissions. Quand même, Nathalie Cohen. Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais au début de cette intervention. Je ne comprends pas pourquoi avoir mis autant de zèle pour déclarer ses finances et pas autant pour déclarer ses mandats. Donc, et la haute autorité, est-ce qu'elle n'est pas censée vérifier les déclarations de tout homme politique qui appelait à des fonctions? Quand on travaille dans la finance, par exemple, si on est exposé politiquement, on doit le signaler donc à l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc il faut vraiment être complètement transparent, et puis ce discours continuel, quel que soit le parti qui demande une espèce d'exemplarité que personne ne suit. Jean-Paul Delevoye lui-même en 2017, il a tenu ce discours en parlant d'exemplarité, etc. Mais en même temps, je suis d'accord pour dire que pour moi, son comportement, ça relève vraiment de quelqu'un qui est vraiment hors sol et qui sait pas du tout. Qui n'a pas du tout conscience d'avoir fait quelque chose de grave. Oui. Alors Pierre, je vous lis beaucoup, Pierre, ce matin. Pas forcément grave. Tous pourris politiques et journalistes dans le même sac. Je vous signale quand même que c'est le Parisien qui a sorti cette information. Parisien, propriété de Bernard Arnault. Donc les journalistes sont quand même parfois, contrairement à ce que vous pensez, totalement libres et font leur boulot. Ils sont très à l'affût des scoops. Hein, ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Ils ont sorti l'info. C'est bien aussi qu'ils sortent les trucs quand c'est bien aussi. Nathalie est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je pensais que vous disiez les médias font leur boulot. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand Canard enchaîné, on dit toujours qu'il s'attaque au même parti, etc. Enfin voilà. Mais Canard enchaîné sort beaucoup de choses sur beaucoup de gens, mais ça ne fait une affaire que lorsque les grands médias reprennent. Vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans le Canard enchaîné. Absolument, vous avez raison. Et donc on n'entend jamais parler. Sinon, je trouve dommage que ce quinquennat et puis d'autres soit comme ça constamment bousculé par des affaires.
Et en général, je trouve qu'il vaut mieux être calme et puis réfléchir. Mais là, je rejoins, je crois, une majorité, enfin j'en sais rien. Je trouve que M. Delevoye aurait dû partir. Je trouve que c'est presque déjà trop tard, que les excuses de bonne foi, même une fois, voilà, hier, on savait que c'était, qu'on avait 13 et on continuait, le ministre des boulettes, on nous dit il est de bonne foi, il est de bonne foi. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a l'impression qu'il y a une caste, voilà, une classe politique, une caste de milieux d'affaires et politiques qui se protègent, mais et quand il y a des permanence de députés d'élus tagués ou vandalisés. Quand on s'en prend à l'Arc de Triomphe, là, les gens crient à la République menacée, à la République menacée. Mais je suis assez d'accord, quand quelqu'un l'a souligné, c'est une violence aussi que ces scandales constants. C'est violent. De la même façon que les exactions policières non punies, c'est violent aussi. La France est à fleur de peau. Beaucoup de Français sont à fleur de peau. Alors je trouve qu'ils exagèrent. Je trouve que c'est même presque trop tard que le gouvernement n'ait pas réagi. Voilà. Oui. Il faut entendre ce que dit cette auditrice qui, à mon avis, est très fort. Mais moi, j'ajouterais que il y a aujourd'hui une dissolution de l'État républicain. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui, avec cette collusion permanente entre les milieux d'affaires, de la finance et des intérêts privés qui sont importés au cœur de l'appareil d'État et dans la politique qui nous dirige aujourd'hui. Pour être très clair, nous avons une oligarchie, c'est ce que disait Alexis Poulain tout à l'heure, une caste, j'emploie les mots qui sont les miens, de gens qui se sont saisis du pouvoir et qui nous l'ont dérobé à nous autres, le peuple. Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, Madame de Menton, si vous permettez que j'aille au bout de mon propos, c'est que quand Monsieur Delevoye agit de la sorte, quand Monsieur Philippe agit de la sorte, quand Monsieur Macron agit de la sorte, tout cela pense que ils sont des sachants et que c'est eux qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes profondément dans un moment où les gens aspirent à redéfinir collectivement ce qui est bien pour soi et ce qui est bien pour tous. Et je suis désolé, cette dimension constituante qui émerge aujourd'hui dans le pays ne pourra se faire que dès lors que nous aurons mis un grand coup de balai, que l'expression destituante permette de dégager tout ça. Et alors vous mettez qui là quand vous avez fait passer J'ai commencé à faire une liste, vous avez vu? Non, j'ai pas vu. Allez, on va être dedans. Alexis, un mot. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on est là dans une grave crise démocratique, parce qu'on peut croire encore ou dire qu'on est en démocratie. La démocratie et la République particulièrement, c'est le pouvoir du peuple. On est dans une crise politique. Est-ce qu'on est dans une crise politique plus qu'une crise démocratique? Non, on est dans bien sûr, parce que vous regardez tous les mouvements et c'est pas seulement en France, c'est à l'international. C'est quoi? C'est l'aspiration des peuples à un moment de récupérer le pouvoir qui a été volé, parce que les démocraties ont glissé en plutocratie. Mais si, c'est le pouvoir de l'argent qui fait la loi. C'est les BlackRock. Mais non, c'est la même chose. Et il est dérobé ce pouvoir par des lobbies simplement qui mettent en place effectivement des factotums qui vont faire. Mais c'est très simple. La finance internationale, BlackRock, fonds prédateurs. Ça, mais non, des mais clichés. C'est pas des clichés. BlackRock se font. Je connais très bien BlackRock. Alors, ils ont c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous trouvez ça normal que BlackRock soit reçu à l'Élysée dans un salon particulier qui puisse louer et que les ministres fassent un grand oral devant ce grand argentier pour dire vous inquiétez pas, on va vous faire les lois qui vont bien, vous allez vous faire de l'argent. Sachant qu'aux États-Unis, c'est ce qui s'est dit. Non, mais vous y étiez. Moi, c'est ça qui. C'était encore dans le Canard enchaîné. Ouais. Et oui, c'est sorti. Et à l'époque, Griveaux était ministre, et vous avez ce grand oral des ministres devant BlackRock pour dire vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. On va vous la vendre la retraite, on va vous la vendre la santé, on va vous la vendre l'éducation, on va en faire des marchés de la dette. BlackRock qui a déjà 4% à 6% de toutes les entreprises du CAC 40. Quand on parle d'entreprises françaises, elles sont déjà multinationales, elles ne sont pas propriétés. C'est un énorme fonds. C'est un énorme fonds. Peut-être un mot sur ce que c'est. Et il a besoin de lois pour faire encore plus d'argent. Et la France, malheureusement, c'est un pays un peu bizarre. C'est l'expression française. On a de la solidarité, on a de l'égalité, on a cette république sociale qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance. Et bien ça emmerde les fonds financiers internationaux. Peut-être un mot sur BlackRock? Oui, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que alors c'est pas le fait que je travaille dans ce domaine d'activité, mais après au-delà de ça, je pense que la finance, on en fait un espèce de monstre ou parce que vous avez qui plane tout comme ça sur les gens et qui dirige la planète. Il faut arrêter avec ces poncifs. Non, mais ils ont des objectifs d'argent de court terme. Ils ont fait une feuille de route pour dire voilà ce que vous devez faire. Ce serait sympa si vous faisiez ça, parce que ce serait bien pour l'économie. Bruxelles obéit parfaitement à cette feuille de route, et Paris devrait faire la même chose. Tout simplement parce que c'est de l'argent. Quel est l'intérêt du gouvernement
gouvernement. C'est le ouais. capitalisme simple, mondial. Non, c'est plus compliqué que ça. T'es bon élève, tu sais que si tu fais ça, la France garde son AA+, elle peut s'endetter davantage sur les marchés financiers, et en plus, c'est pas toi t'as un bon bilan parce que t'as un peu d'emploi. Non, il y a du vrai, c'est-à-dire que il est vrai qu'il y a une finance mondiale et qu'il y a un capitalisme mondial, on peut pas le nier. Bien sûr. Et que où vous êtes dedans, vous êtes dehors. Quand vous êtes dedans, par exemple, effectivement, si on a des bonnes notes qu'on peut emprunter, étant donné ce qu'on a besoin d'emprunter en France, parce que la redistribution est tellement délirante, on a intérêt à pouvoir emprunter. Donc, je veux dire, moi, je veux bien qu'on ferme les frontières et qu'on se ferme de tout. Pourquoi on n'a pas de fonds souverains français? Pourquoi on n'est pas capable de mettre en place un fonds souverain? Parce que les socialistes n'ont jamais voulu. Ah bah voilà, peut-être falloir remettre ça sur le tapis. On a intérêt à emprunter. On a quand même 2 000 milliards de dettes. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, c'est rien, c'est ça. même pas C'est de rien. milliards. Non, mais ça, c'est rien. C'est rien. Dans quel Allez, gouvernement on va pouvoir le remplacer? C'est rien du tout. Allez, Ça, c'est de l'écriture. Allez, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est un message qu'il a publié sur son blog vendredi. Le leader de la France Insoumise exprimait sa volonté de ne pas se soumettre au lobby communautaire. 0826 300 300. Qu'en avez-vous pensé? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Le débat continue même pendant la pub et vous retrouverez André Berkoff à midi. On parle aujourd'hui de l'actualité avec Nathalie Cohen, Alexis Poulain, François Coq et Sophie de Menton. Sophie, taisez-vous pendant que je parle. Sophie, elle a peur de la révolution. Là. Elle a peur de la révolution. Qui provoque. À Noël, il y a la révolution. Jean-Luc Mélenchon donc, s'est exprimé hier sur son blog. Alors, il s'exprimait à propos du Brexit. Il dénonçait l'attitude du leader Jeremy Corbyn, accusé pendant la campagne de manque de fermeté face à l'antisémitisme en Grande-Bretagne. Mais tout de même, il a assuré que lui, il refuserait toute génuflexion devant les ukases arrogantes des communautaristes du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et évidemment, ça a créé polémique. Donc lui, il estime qu'il est victime d'une infâme machination. Nathalie Cohen, vous vouliez réagir à ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a dérapé? Est-ce qu'on peut critiquer le CRIF en France? Est-ce que c'est un propos antisémite? Alors, je vais commencer par une petite chose. Avant de parler des génuflexions du CRIF, il a d'abord dit une chose. Il a dit que si Jeremy Corbyn avait perdu, c'est à cause du grand rabbin d'Angleterre qu'il avait. Ah si, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans son blog. Il dit dans son blog, il dit dans son communiqué, c'est à cause du grand rabbin d'Angleterre. Je trouve ça assez curieux, alors qu'il y a un juif sur 200. Il y a un juif anglais sur 200 anglais, ce qui représente à peu près 0,38% de la population. On ne peut pas dire que si Corbyn a perdu, c'est à cause de l'antisémitisme. C'est quand même surréaliste. C'est juste parce qu'il ne s'est pas positionné sur le Brexit. Il y a 2 députés travaillistes qui ont quitté le parti, qui Ken étaient juifs, Livingstone, et qu'on dit on ne peut pas rester parce que justement, il n'y a pas eu les décisions prises au bon moment. On est d'accord, sauf que effectivement, c'est quand même pas à cause de l'antisémitisme au Labour que Corbyn a perdu. Enfin, c'est incroyable de faire porter ce poids. Mais ça, c'est à lui de. Bien sûr que ça a aidé, mais c'est quand même incroyable de faire porter ce poids au grand rabbin d'Angleterre, de faire porter la défaite de Corbyn. Ah si, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Donc après, au-delà de ça, pour parler du CRIF, je constate. Alors, on va parler plutôt du fond, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment le CRIF ou Rothschild qui est souvent cité comme exemple. En fait, c'est le symbole. C'est le symbole qui crée l'antisémitisme. C'est en fait le fantasme qui est généré par ces symboles, qui est le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, et Rothschild, qui est le symbole de la finance tel qu'on l'entend comme les lobbies. C'est un langage qui est assez utilisé par l'extrême gauche. C'est triste, mais c'est ainsi. Et c'est vrai qu'effectivement, on assiste aujourd'hui à cette espèce de dégueulis, pardon du terme, dégueulis perpétuel sur le CRIF, le dîner du CRIF, c'est des bourgeois, c'est quand même incroyable mais vrai, alors qu'en réalité, le CRIF, c'est quoi? C'est 100 personnes. On est 0,8%, les juifs, c'est 0,8% de la population en France. Tous ne sont pas adhérents du CRIF. Le CRIF ne représente pas tous les juifs de France. Et tout d'un coup, c'est le CRIF qu'on met en avant. Justement, parce que là, parler de génuflexion envers le CRIF. Il y avait 3 questions. Oui, on peut critiquer le CRIF. Non, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Et le problème, c'est bien là. C'est que c'est compliqué de... Le communautarisme du CRIF. Excusez-moi. Mais il y a du... Est-ce qu'il n'y a pas des sous-entendus
sous-entendu derrière cette phrase. Mais vous êtes pas parler du communautarisme, du CCIF dans ce cas-là. Non, attendez. Il y a ce qui est dit et puis il y a le fantasme. David Graeber, qui est un intellectuel juif qui vit en Grande-Bretagne, lui, s'est ému quand Corbyn a été accusé d'antisémitisme, rappelant l'histoire juive du Labour, l'importance des intellectuels juifs pour les causes de la gauche, en disant maintenant ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire d'instrumentaliser l'antisémitisme à des fins politiques, me fait peur, moi en tant que juif vivant en Grande-Bretagne. Et c'est vrai, s'il est là le danger, ce débat qu'on va simplifier, ce débat qu'on va fantasmer, ce débat qu'on va dire, regardez, parce qu'on critique la politique de Netanyahou, alors on est antisioniste, alors on est antisémite. Cette confusion-là, elle est extrêmement dangereuse pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Francis Khalifa, il a fait sa carrière dans les institutions juives depuis des années, il fait un excellent travail au CRIF, on ne rappelle pas son passé au Bétard. Le Bétard, vous savez très bien, qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais qui est ça fait beaucoup rire de parler de ces organisations extrémistes qui décernaient, le Bétard qui décernait des prix Goebbels à des journalistes de France Info parce qu'ils couvraient le conflit palestino-israélo-palestinien. On va pas remonter. On va revenir. Parce que derrière, vous avez quand même des gens qui utilisent les instances du CRIF et qui ont une couleur politique, qui vont soutenir Netanyahou et sa politique colonialiste. Et ça, on va pas parler de politique israélienne. Ça regarde les Israéliens et leur vote. Mais il faut pas justement faire cette confusion de dire on a le droit de critiquer, on n'est pas antisémite parce qu'on le fait, certainement pas. Moi, ce que je trouve grave, ce que vous dites, c'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme. C'est exactement. Oui, c'est ce qui est fait quand on entend des débats simplifiés. Je suis désolée, on ne veut pas rentrer dans la politique. C'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes termes employés par les indigénistes cet hiver quand ils ont fait une manifestation contre l'instrumentalisation de l'Holocauste. Je trouve ça quand même surréaliste. Ça veut dire quoi l'instrumentalisation de l'antisémitisme ? L'antisémitisme, il existe à cause des antisémites. C'est la façon dont on fantasme le débat. Il faut combattre. Il faut combattre. Alors il faudrait que les autres puissent parler. Il faudrait que tout le monde puisse parler. Il faut combattre l'antisémitisme. Il a quand même dit que Jérémy Corbyn a été victime d'une grossière accusation d'antisémitisme de la part du grand rabbin d'Angleterre et des divers réseaux d'influence du Likoud. C'est ce qu'il a dit dans son François Coq. Vous avez fait partie de la France Insoumise. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de petit à petit se lâcher complètement, n'a plus de filtre ? Ce qui est sûr, c'est que je ne comprends pas pourquoi une telle intervention à ce moment-là. Ce qui est clair, c'est que Jérémy Corbyn aurait sans doute dû gérer les choses différemment au sein de sa propre organisation et aurait dû clarifier très clairement les choses. Mais qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon vienne poser ça sur la table. Dans un moment où, dans notre pays, nous sommes au moment d'un conflit social et populaire et donc démocratique extrêmement important, dans lequel lui, Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même quelqu'un qui a rassemblé 7 millions de personnes derrière lui et derrière le programme L'Avenir en commun, a sans doute des choses à dire et une implication à mettre. Pourquoi il détourne l'attention populaire de cette question pour venir sur ce sujet ? Sinon, peut-être que c'est son soutien à Jérémy Corbyn qui a été si ardent ces dernières années. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon fait de plus en plus de yo-yo sur les lignes stratégiques. Et ces derniers mois, il s'est rangé complètement derrière Jérémy Corbyn, le grand retour de la gauche. Et sauf qu'il a vu lors des élections que finalement, ce grand retour de la gauche travailliste était pas si puissant que ça. Et donc, finalement, il faut qu'il mette à distance un petit peu Corbyn et le ralliement qu'il avait opéré avec lui, et il a usé d'un contre-feu comme il en est assez coutumier. Est-ce que c'est suicidaire ce qu'il est en train de faire, Jean-Luc Mélenchon, de saluer Marine Le Pen qui fait un pas vers l'humanisme? Ça aussi, on se demande un petit peu, non? Incroyable. Moi, je n'arrive même pas à prendre ce que dit Mélenchon au sérieux. Je pense qu'il est clownesque depuis pas mal de temps. Et je crois que c'est un personnage qui ne comptera de moins en moins dans la vie politique française, heureusement. Il se suicide lui-même à petit feu. Et je n'arrive pas à discuter sur ce que dit Mélenchon. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Bon. Il a une haine en lui absolument intolérable. Il est prêt à toutes les provocations pour exister. Et donc, je ne veux pas en rajouter. Bon, on va... un petit mot. Oui, c'était stupide de sortir cette affaire-là et de comparer le CRIF à ce qu'a vécu Corbyn, parce que le CRIF est nécessaire et utile, et je ne remets pas du tout en cause, bien au contraire. C'est pas du tout, vous pourriez tout à fait. Mais on peut se poser... Voilà, mais après... Ce qui fait peur, c'est la façon dont ce débat est simplifié et où on ne pose pas les bonnes questions.
Mais c'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est de dire, attendez, pourquoi on n'a plus le droit de dire que finalement la politique de colonisation, on peut être contre. Mais c'est pas le propos. Le CRIF ne défend, c'est pas l'étendard du Likoud en France. Le Likoud international existe. Il y a un président qui s'appelle Jacques Kupfer, d'accord, qui était avant président du Likoud de France, d'accord. C'est pas le CRIF qui est l'étendard de la politique mais on peut voir israélienne. des passerelles quand je lis très simplement, parce que vous dites qu'on simplifie le débat. Quand je lis très simplement le point qui appelle le Likoud comme un parti d'extrême droite, l'extrême droite, ça n'existe pas en Israël. Hein. Donc l'extrême droite n'existe pas puisque la haute autorité de la Knesset interdit les candidats de couleur d'extrême droite de se présenter à la Knesset, à la députation. Vous avez d'autres noms, mais quand vous voyez le programme qu'il y a eu, la campagne qu'il y a eu la dernière... On va pas continuer. C'est pas de l'extrême droite. François, je vais vous faire réagir à ce que dit un auditeur. Si Mélenchon cédait sa place à quelqu'un d'autre, je pense que son parti aurait sûrement plus d'adhérents. C'est certain. Moi, j'ai pas le commentaire non plus à la France Insoumise, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des choses que j'entends de plus en plus. Il est en train de desservir beaucoup la cause de la France Insoumise, c'est ce que disent en tout cas certains de nos auditeurs. La grève de demain, est-ce que c'est la revanche des syndicats? Est-ce qu'aujourd'hui, ils avaient un petit peu perdu la main avec les gilets jaunes? François Croc? Écoutez, moi, je me méfie beaucoup de ce qui est en train de se passer et mon analyse est que le mouvement que nous connaissons aujourd'hui, avant même d'être un mouvement syndical, est d'abord un mouvement populaire. Autrement dit, les gens aujourd'hui n'attendent pas les consignes des syndicats pour se mettre en branle. Et d'ailleurs, les retraites ne sont jamais qu'une porte d'entrée pour dénoncer la vie à genoux qui est celle des salariés et de la plupart des gens dans ce pays. Ce qui se passe aujourd'hui, il n'y avait qu'à le voir lors de la dernière manifestation. Je parle de la manifestation de Paris puisque c'est à celle-là que j'étais mardi ou jeudi dernier. Le cortège populaire était devant le cortège syndical. D'une certaine façon, c'était assez triste que les syndicats rassemblent assez peu de gens derrière eux. Mais la force propulsive, aujourd'hui, elle est dans le pays. Elle est dans ce peuple qui, à un moment donné, a envie de refaire sens et de refaire société. Et si je le dis, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de Macron, qui a été le premier à réhabiliter dès le 5 décembre au soir les syndicats, parce qu'il sait que s'il arrive à mettre un coin entre les syndicats, alors il affaiblira ce mouvement dont il sent bien qu'il peut très bien lui échapper. Il aurait pu le faire avec l'âge pivot. Il savait que s'il cédait sur l'âge pivot, la CFDT... Laissez-lui quelques jours. C'est la théorie de Thomas Guénolé, ça, dans Marianne, qui explique qu'on va lâcher un truc parce qu'en réalité, on fait comme si on y tenait fortement pour après, derrière... Oui, pour céder là-dessus et pas céder sur le reste. Bon, je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Moi, je crois que c'est le résultat parce que Macron avait très très envie de réformer le pays et on peut lui donner ce crédit, vraiment envie. Et il a compris que il y avait des syndicats pas du tout réformistes et il a pensé qu'il pouvait se passer d'eux. Et donc, dès le départ, il a pensé qu'il se passait des syndicats qui eux-mêmes étaient très affaiblis, il les a pas eus. Là-dessus, il y avait plus de syndicats, mais il y a eu les gilets jaunes. Donc là, ça a été une surprise. Je trouve que le président a pas mal géré la crise des gilets jaunes. On ne pouvait pas faire tellement mieux. Il est allé parler... On pouvait quand même faire mieux. On pouvait faire un peu mieux. On pouvait faire mieux à plusieurs points de vue. On pouvait faire mieux, je sais pas si... Mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui... Oui, c'est facile. Il a lâché du fric, il est allé les voir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a pas... On se dit qu'il n'a pas tiré les enseignements de la crise des gilets jaunes avec le comportement qu'il a. Le fait est que... Et là, il est pris il est très embêté parce qu'il a quand même eu besoin des syndicats. Les syndicats, on est 7% de syndiqués en France. Bon, il avait un syndicat, entre guillemets, à peu près normal, qui l'a fâché au dernier moment, on ne sait pas pourquoi, en rajoutant l'âge de 64 ans. La CGT, de toute façon, est déchaînée. Tout ce qu'elle veut, c'est montrer qu'elle existe. Donc, on est dans une très mauvaise situation. Et surtout, on est dans une mauvaise situation. Si c'était dans un autre domaine, ça ne poserait pas de problème. Mais moi, ça me rend dingue. On est dans une situation monopolistique pour bloquer la France, de la RATP et de la SNCF. Je trouve ça honteux. Je pense aux salariés tous les jours en région parisienne. Et quand on demande aux Français s'ils soutiennent la grève, j'aimerais que nos sondeurs, il faudra demander à Frédéric Dabi, Valérie, si on fait un tri, quels sont ceux qui soutiennent, qui habitent la région parisienne. Quand je les vois ici, nos techniciens qui me disent je suis parti à 4h30 du matin, j'ai mis 3h30, c'est insoutenable qu'ils sont en train d'expliquer c'est la grève, c'est le principe de la grève. Alors, il faut analyser l'événement parce que c'est SNCF, régimes spéciaux et RATP. Le reste ne passerait pas comme ça. Nathalie, j'ai juste une petite chose à ajouter. Approchez-vous du micro. Évidemment pas contre le syndicalisme, bien évidemment. Non, il et le droit de grève. syndiqués. On est 8,7% de mémoire à être syndiqués en France.
Moi, j'ai lu 8,7, mais c'est pas très grave. Mais toujours est-il que je regrette une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, qui était de réformer la loi, en fait, le financement du syndicalisme. Donc, peut-être qu'en ayant réformé le syndicalisme, on ne serait pas peut-être dans cette situation de blocage. On aurait pu trouver une solution différemment. Nous avons souhaité demander que tous les salariés soient syndiqués, qui achètent syndical. Qu'on sache comment on finance ces syndicats qui sont financés, mais n'importe comment. Et je pense qu'il faudrait que les Français soient tous syndiqués. Alexis Poulain, ce que disait François Croc, à savoir que c'est au-delà du mouvement syndical. Oui, c'est au-delà du mouvement syndical, et c'est bien là où il y a une erreur d'analyse profonde de la part du gouvernement. On n'est pas sur des privilégiés qui défendent leurs privilèges. D'ailleurs, les privilégiés, ils font pas grève. C'est Delevoye, c'est des gens qui ont tous les droits et qui sont au-dessus des lois. On est là sur des gens qui pensent à l'avenir de leurs enfants, et qui disent, mais vous savez, cette réforme-là, elle n'a pas l'air juste du tout. Alors, on va avoir un simulateur officiel qui va nous faire voir une réalité artificielle, une réalité alternative comme on les aime. La réalité, c'est que cette réforme qui se prépare, et ce qui est préparé, et ce qui est dans la feuille de route européenne, la feuille de route des fonds, etc., il faut que les retraites, il y en ait moins, que ce soit vous travaillerez plus et vous gagnerez moins, c'est tout. Sauf qu'on peut pas le dire, parce que si vous dites ça, les gens vont dire, ah mais attends, je me fais avoir. Alors il faut inventer des trucs pour dire que c'est la justice, que tout le monde va gagner. Non, là, elle est égalitaire dans un sens, c'est que tout le monde va y perdre. On va suivre ça avec intérêt cette semaine, effectivement, mais visiblement, il n'y aura pas de train d'ici la fin de semaine prochaine. La SNCF a assuré pouvoir transporter plus de la moitié des passagers vers leur destination. Parce qu'il se passe dans les trains. Plus la moitié des passagers, c'est pas beaucoup. Oui, mais malheureusement, voilà, il faut faire avec les Merci à tous les quatre.